Hello Tony, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Je peux bâcher business. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup Aline. Très content de faire cet épisode aujourd'hui avec toi. Voilà, j'espère que toi aussi ça va. Bah ça va bien. Tu fais vraiment partie de ces invités où on n'arrive pas à se choper dans la vraie vie de tous les jours. À la limite, on se croise vite fait à un ou deux events et il fallait qu'on planifie un épisode de podcast pour pouvoir faire connaissance et échanger ensemble. Donc j'ai saisi l'opportunité, le prétexte de parler de comment faire dire son audience sur Instagram en 2025. Mais je suis ultra curieuse d'en savoir aussi plus sur ton parcours. Mon audience me parle régulièrement de toi en me disant: «Ah, il faut que tu invites Tony dans le podcast et tout». C'est pas la première fois que ton nom est revenu. Donc très contente de pouvoir concrétiser ça. Si tu devais te présenter en 3 bullet points à quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, comment tu le formulerais? Ok, bah déjà merci à ton audience, ça fait plaisir d'être référencé, on va dire, dans tes podcasts invités. Si je devais me décrire en trois bullet points, bah, je m'appelle Tony, je suis formateur en ligne, c'est le premier bullet point je pense. J'ai pas envie de me mettre de thématique parce que j'aime bien toucher un peu à tout et pas rentrer dans des cases. J'aime bien parler des choses qui me plaisent, qui m'aident et je pars du principe que si ça m'aide et ça me plaît, ça peut aussi aider et plaire aux gens. J'aime la liberté temporelle, géographique, financière. C'est une de mes grandes valeurs de vie. Deuxième point. Et troisième point, je fais beaucoup de sport. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui m'aide dans la vie personnelle de manière générale et professionnelle. Et c'est aussi quelque chose qui se retranscrit dans mes contenus. Voilà, j'en parle de temps en temps. Je pose des stories dessus à la salle, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que c'est un peu trois piliers qui définissent, on va dire, mon quotidien, quoi. Et tu bosses parce que tu disais que tu avais pas de thématique précise, mais tes formations s'adressent surtout à des entrepreneurs, voire même des solopreneurs. Je veux dire, tu fais pas les formations en tricot ou en élevage canin, on est d'accord? Oui, on est d'accord, c'est ça. Peut-être qu'un jour ça viendra, qui sait. Je sais pas, mais oui, la cible, ça reste les solopreneurs, les entrepreneurs, les personnes qui veulent vivre de leur passion. Mais c'est, on va dire, une thématique que je traite par la cible et pas par la problématique. Donc j'ai démarré il y a très longtemps avec Instagram, donc on va en parler aujourd'hui, parce que j'ai mis un pied dans la porte à l'époque sur le sujet. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai élargi parce que je me suis rendu compte que, bah, en fait, on est des êtres humains et on n'est pas monoproblème. Et une fois que tu as traité la thématique d'Instagram et que tu maîtrises la plateforme, bah, il y a d'autres choses en fait. Quand tu es entrepreneur, tu sais attirer du trafic, et bah après, bah, comment tu vends une offre, et puis après tu as une offre, bah, comment tu recrutes, et puis comment tu es productif. Et je me suis dit, bah, c'est dommage juste de parler d'un sujet alors qu'il y a tant de sujets intéressants et il y a tant de problématiques à régler qui parfois sont pas traitées que voilà, aujourd'hui j'ai évidemment mes préférences et mes grands piliers, mais j'aime bien dire que je parle de sujets que je trouve intéressants. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien intéressant parce qu'on va parler d'Instagram, moi qui est ma plateforme de cœur et ma plateforme, on va dire, historique. Toi, tu es aussi présent sur YouTube. Tu as une grosse communauté sur les deux, hein. Tu es à 127 000 abonnés sur YouTube, relevé hier, et 57 500 abonnés sur Instagram. Donc bravo pour ça. Moi qui débute sur YouTube, ça me parle. Juste avant ça, la routine, quand je reçois un invité sur ce podcast, c'est que je fais un petit portrait chinois très rapide pour aider les gens à te connaître sous un autre angle. Est-ce que tu connais le concept? Pas du tout. L'idée, c'est que j'ai 5 questions à te poser, qu'il faut que tu me répondes au tac au tac. Alors promis, il y a pas de questions cheloues ou il y a pas de Piège. pièges. Voilà, l'idée, c'est de faire vraiment, parler ta spontanéité. Tu es prêt? Ouais, ouais, vas-y. Quel est un livre que tu as adoré récemment? 10x is easier than 2x. Malheureusement, que dispo en anglais, mais qui est incroyable, incroyable livre sur la productivité. Pour ceux qui préféreraient le français, sinon Essentialisme, très bon livre aussi sur le même sujet. Le titre que tu as dit en anglais, littéralement, ça veut dire faire 10 fois plus et plus facile que faire 2 fois plus, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est un livre qui retrace cette idéologie générale et en fait qui t'apprend et qui remet du contexte sur le fait que parfois, bah, en fait, on va chercher à faire des petites choses, des petites actions en pensant faire x2, alors qu'en fait, si tu mets tes efforts, tout le principe est sur la loi Pareto, mais un peu plus poussé. Si tu mets tes efforts au bon endroit, bah, en fait, des fois, c'est plus simple de faire x10 que de faire x2. J'aime bien Donc, ça et très c'est bon plus livre. simple de faire, x10 que x2. Ça me parle. Ouais, c'est vraiment un très bon livre et surtout, c'est un livre qui est très pratico-pratique. Et c'est pas juste on te balance l'idée générale et on te prend 45 exemples pendant tout le livre. C'est vraiment pratique avec des exercices et tout et je le trouve hyper intéressant. Eh ben écoute, je mettrai les références dans la description et je vais aussi me le commander parce que ça me parle comme thématique. Vas-y. Deuxième question, quelle serait une citation qui t'accompagne au quotidien? Oula.
Alors j'en ai une, justement, on en parlait, pas de cette citation, mais d'expérience avant le podcast. Il y en a une que j'ai entendue récemment de Asher sur un podcast, c'est la suivante: la lanterne du savoir n'éclaire que le chemin parcouru. Alors c'est pas d'Asher, elle vient d'une autre personne, je ne saurais plus donner le nom, mais en fait, elle me parle beaucoup par rapport à ce que je vis en ce moment, et je la trouve incroyable parce que souvent on va s'en vouloir d'avoir fait des erreurs, des échecs, on va se retourner puis on va dire ah, si seulement j'avais su. Et j'aime bien, c'est très parlant parce qu'en fait la lanterne du savoir n'éclaire que le chemin parcouru, et tu peux pas savoir du moment que t'es pas passé par ce chemin-là, et je trouve ça aide beaucoup à remettre du contexte parfois sur des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend. Et c'est vrai qu'en ce moment ça résonne beaucoup, donc ouais, je mettrais celle-là. C'est vrai qu'on était deux de la team 2024, c'était de la merde. Exactement. Troisième question, quel est le dernier achat dont tu es le plus heureux? Sachant qu'en plus la période de Noël vient de passer là. Dernier achat dont je suis le plus heureux, le DJI Osmo Pocket. Achat très entrepreneur, très, très geekos. Au début, je me suis dit, non, Tony, tu as une caméra, à quoi ça va servir? Je suis sûr que tu vas pas l'utiliser. Et vraiment incroyable. Moi qui fais de la vidéo depuis des années, DJI Osmo Pocket, avec son petit micro et tout, pour pour des petits vlogs, des petits trucs comme ça, pour des réels et tout, juste génial. Je trouve que en fait, ils ont réussi à retranscrire l'essence du minimalisme dans un boîtier, une caméra, tout en maintenant la qualité. Et ouais, j'ai eu ça bien avant Noël, un petit peu avant Noël, mais c'est vraiment le truc où je me dis, ça a été mon achat 2024. J'ai tellement de personnes qui m'en disent du bien. Donc, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, donc DJI, c'est la Ouais, marque. Et la Osmo Pocket, c'est une petite caméra qu'on peut presque tenir à la main, donc qui est sur ouais, une espèce de manche qu'on peut tenir, un peu comme un manche de ouais, marteau. c'est ça. Et en fait, c'est une caméra de vlog qui peut soit filmer face à nous, soit nous filmer, qui peut filmer en format vertical ou horizontal. Et elle est très, très utilisée en ce moment pour les vlogs, etc. Elle est toute petite, elle fonctionne très bien, elle est en 4K. Elle doit être petite, alors plus épaisse, mais elle est plus petite qu'un iPhone. Enfin, vraiment, la poignée est ridiculement petite. Et ce qui est trop bien, du coup, j'ai fait un vlog il y a pas longtemps, et ce qui me dérangeait avec la grosse caméra, c'est que quand t'as pas envie de prendre ça en public, dans un café, t'as pas envie de sortir ton boîtier avec ton gros micro, tout est énorme et ça prend beaucoup de place, et t'as l'impression que tout le monde te regarde. Là, hop, tu mets ça sur un petit coin de la table, personne te voit. C'est beaucoup plus facile à transporter aussi en voyage, et c'est vrai que c'est hyper pratique, quoi. Ah, ça me donne envie. Je m'étais dit que je ne l'achèterais pas. Dernière question pour toi, quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Wow. Je pense que je suis quelqu'un d'honnête. Parce que l'honnêteté, la confiance, je trouve que c'est quelque chose de très important dans la vie, de manière générale, dans les relations que tu peux avoir, amicales, amoureuses, professionnelles, et d'autant plus dans le business en ligne et l'univers de la formation. Je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement, que moi j'essaye de maintenir, on va dire. C'est une valeur que j'essaie de garder depuis toutes ces années. Et c'est vrai que quand on me fait remarquer, quand on me le fait remonter, voilà, ça me touche particulièrement vu que c'est quelque chose qui compte pour moi. Donc je dirais ça, ouais. C'est un beau compliment. Merci Oui. d'avoir joué le jeu. Je commence avec mes questions sur Instagram. Alors toi, tu es présent, comme on l'a dit, sur YouTube beaucoup, Instagram Ouais. beaucoup également. Lequel tu as commencé Mhm. en premier entre YouTube et Insta? Alors j'ai démarré moi à l'époque sur les deux en même temps. Je faisais des vidéos YouTube, donc j'ai démarré avec une vidéo par jour en 2017. C'était vraiment la vieille époque YouTube entrepreneur. Et en même temps, j'ai créé mon compte Insta. Enfin, c'était mon compte perso que j'ai transformé direct en pro. Je crée des contenus aussi. C'était beaucoup moins poussé. C'était vraiment des photos de moi. Je postais 2-3 fois par semaine. Et ouais, vraiment les deux en même temps. Mais à l'époque, Instagram était bien différent d'aujourd'hui, hein. C'était plutôt du lifestyle entrepreneurial à l'époque, où tu postais des photos de toi. C'était toujours des trucs habillés, un peu des shootings, des trucs du genre. C'était beaucoup moins des carousels éducatifs ou autres. Et du coup, j'arrivais quand même à bien maintenir les deux en même temps, même si YouTube est beaucoup plus preneur, parce que justement, Instagram me demandait quand même beaucoup moins de temps à l'époque. C'était bien différent, mais ouais, j'ai direct pris les deux en même temps, parce que je trouvais que c'était deux plateformes très complémentaires, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Du coup, toi et moi, je pense qu'on va être d'accord pour dire que Instagram a beaucoup changé, bah, déjà depuis 2017, hein. On a vu passer l'ère des photoshooting, on a vu passer l'ère des carousels, Oui. on a vu l'apparition. Alors moi, j'ai vécu l'apparition et la disparition des IGTV, etc. Super, je me suis fait un Oui. petit pouce à moi-même sur l'écran. Dédicace à ceux qui sont sur YouTube, à une qui fait des réactions en live. À quoi ressemble l'Instagram de 2025, selon toi?
Pour moi, l'Instagram de 2025, je le rentre dans deux grandes thématiques, catégories, deux mots-clés importants. C'est la marque personnelle. Je pense que Instagram, les réseaux sociaux de manière générale, mais surtout sur Insta aussi, où en fait, il va falloir, je pense, en 2025, ramener plus de sa marque personnelle dans ses contenus, c'est-à-dire sortir un petit peu, j'en ai été victime, moi le premier, hein, des tendances, des choses où en fait on voit un contenu qui a été repris 250 fois, puis on va se dire je vais le refaire la même chose, et d'amener beaucoup plus sa patte, sa vision, ses convictions, ses valeurs, des choses en fait qui permettent un petit peu de sortir, on va dire, de la masse, parce qu'aujourd'hui on est dans une grosse boulimie d'informations. Instagram d'autant plus. À l'époque, je remonte à cette époque parce que c'est vrai que moi j'ai vu évoluer la plateforme en 7 ans, 8 ans, et au-delà de la plateforme aussi les modes de consommation et de création, et c'est vrai qu'à l'époque, déjà tu postais 2 fois par semaine, tu étais régulier, tu faisais partie du top 10 des gens qui postaient le plus en fait. Aujourd'hui, la moyenne des entrepreneurs poste 5 fois par semaine. Donc, face à cette masse en fait de contenu et d'informations, c'est pas la quantité qui va venir primer en fait. Il faut se démarquer via autre chose. Et je pense que la marque personnelle et tout ce qui l'accompagne, donc la DA, les couleurs, le branding, etc., tes convictions, tout ça. Donc, je pense que c'est des choses qui vont être importantes cette année. Et la deuxième chose pour moi, ça va être l'aspect, on va dire, original ou créatif des contenus. Donc ça peut être dans le montage, ça peut être dans les accroches, ça peut être dans les angles, les formats, ce genre de choses. Toujours dans le même aspect parce que je pense que justement le fait de voir toujours les mêmes contenus, toujours la même chose, le simple fait d'arriver avec un truc un peu différent. Y a plein de créateurs cette année qui l'ont montré. Bon, j'ai pas les noms parce que c'est vrai que moi je regarde ça un peu de loin, mais il y a un mec dans la thématique du sport, je ne saurais plus dire son nom, qui a ramené ce concept des micro-trottoirs dans les salles de sport. Ça a cartonné. Et en fait, parce que ça a été l'un des premiers à le faire et parce qu'il a ramené un peu sa patte à lui, plus quelque chose de créatif qui n'existait pas trop dans cette thématique. Donc je pense que la combinaison des deux, c'est ce qui va driver un peu les nouvelles stratégies en 2025. Au-delà des formats, je pense que les réels, c'est bien, c'est très bien, moi j'adore ça. Mais les carousels, c'est très bien aussi. Enfin, je pense vraiment que ça va bien au-delà juste des formats et de ce qu'on poste comme type de contenu. Moi, je rentrerais ça dans ces deux catégories-là. J'aime beaucoup ta vision, ça me parle. Surtout la vision sur la marque, personnelle, donc c'est ce qu'on appelle le personal branding, en fait, Oui, oui. couramment. Mais j'aime bien qu'on emploie le français, ça me parle. Je m'étais fait cette réflexion aussi, hein, qui est un peu dans ton sens parce que je me rends compte que maintenant on a 2 ans de ChatGPT dans les pattes et les gens, grosso modo, ils ont compris que quand ils ont une question ou besoin d'apprendre quelque chose, en fait, c'est encore plus rapide de poser la question à ChatGPT que d'aller suivre un entrepreneur ou quelqu'un qui crée du contenu, de la ressource autour de ça, ou même de poser la question à Google, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, les gens, ils sont plus sur ma perception, sur les réseaux sociaux pour vraiment apprendre quelque chose. Ils sont plus pour aller soit grappiller les petites tips, les astuces que ChatGPT ne leur donnera pas parce que ça reste quand même très global et il y a un consensus global qui s'est créé sur ChatGPT. Et aussi, du coup, pour être inspiré, pour être diverti. Et la marque personnelle, c'est ça, c'est l'inspiration, c'est le leadership, c'est les valeurs qu'on dégage. Et tu as très bien dit, c'est autant sur le fond, les valeurs, les convictions, le message, que sur la forme, les couleurs, le branding, la créativité. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup dit récemment en podcast, mais je vois plus Instagram en 2025 comme notre média personnel, notre plateforme personnelle, plutôt que un réseau social, en fait, comme ça avait pu l'être avant. Ouais, c'est ça. Et comme tu soulignes bien avec ChatGPT, le truc, c'est qu'en fait, ça. Encore une fois, on dirait un vieux quand je parle de ça, mais créer du contenu en 2017, c'était un enfer. À cette époque, il n'y avait même pas de réel, donc la croissance, c'était beaucoup plus complexe. Je pense que tu as aussi connu, quand les réels sont arrivés, les sous-titrages sans Submagic. Donc, autant dire que ça prenait 1 heure pour sous-titrer un réel. Et en fait, avec tout ça, ChatGPT et tout, l'information, elle est devenue hyper accessible. Et encore une fois, je dis ça, mais moi, je l'ai fait, mais je me rends compte aujourd'hui que justement, je pense qu'il va falloir faire différemment. C'est que arriver avec un copier-coller de contenu qui existe déjà ou 5 astuces pour machin, ça suffit plus. Alors ça veut pas dire qu'il faut plus donner d'astuces, mais faut les amener différemment. Faut les amener avec une perspective, faut les amener avec un angle différent, il faut les amener avec un peu de créativité, un peu de marque personnelle en fait. Faut juste arriver et moi j'ai vraiment ce truc-là et j'ai eu cette période-là cette année où j'ai remis pas mal mon contenu en question. C'est que je regardais mon contenu et je me disais mais en fait moi je vois passer ce contenu-là sur Insta, je m'arrête pas. Et c'est triste, hein. Je me suis dit mais attends, si toi tu t'arrêtes pas, comment tu veux que les gens s'arrêtent sur ton contenu, tu vois? Et c'est juste qu'en fait j'étais juste le copycat d'une tendance. Et voilà, tu t'arrêtes pas, c'est parce que ça ressemble un peu à ce qui est déjà vu. Par contre, quand tu arrives et que tu arrives à accrocher les gens sur une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une accroche différente, quelque chose, juste un petit truc en plus,
bah là, les gens vont s'arrêter. C'est des stop scroll, ils vont s'arrêter, ils vont écouter. Et si c'est suffisamment intéressant, ils vont poursuivre leur chemin sur ton compte ou autre. Mais je pense que voilà, dans une ère où il y en a de plus en plus de contenus qui sont créés et qui sont identiques, la marque personnelle va prendre de plus en plus de place. J'ai un exemple très précis qui me vient en tête pour appuyer ce que tu viens de dire. Effectivement, je suis convaincue aussi que le 5 astuces pour sous forme de carrousel, tout le monde l'a fait, tout le monde le fera encore. Et en fait, à moins de vraiment avoir des astuces qui sont des énormes bangers que personne n'a jamais dit, jamais fait, il y a peu de chances que vraiment ça décolle, ça se démarque. Mais l'autre jour, c'était il y a genre, 48 heures, je suis tombée sur, le réel Instagram d'une créatrice qui a fait 5 astuces, mais sous le format que j'appelle le format 2025. C'est en fait, tu voyais un B-roll, donc c'est-à-dire juste une vidéo d'elle en train de se maquiller ou de se préparer, donc c'est une vidéo non-stop qui dure 10 secondes et en fait, il y a un texte qui se suivait et qui se déroulait à l'écran. Donc déjà, le premier texte, c'était en mode: «Quand je me suis lancée, j'ai fait plein d'erreurs». Ensuite, ce texte disparaît, un nouveau texte qui apparaît, mais toujours la même vidéo. Voilà les erreurs que j'ai faites, voilà comment je me sentais, puis du coup, voilà les astuces qui m'ont aidée. Et en fait, c'est une nouvelle manière, je trouve, très 2025 pour le coup, de, présenter nos 5 astuces ou les différents points, mais sans passer par un vieux carrousel avec le 1, 2, 3, 4, quoi. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Et moi, je crache pas dans la soupe parce que moi, je l'ai fait, ça a marché pendant très longtemps, etc. Mais c'est juste que je pense que la meilleure façon de savoir ce qu'on veut créer comme contenu et ce qui marche, c'est de se poser la question, qu'est-ce que moi j'aime, sur quoi je m'arrête en fait. Et moi, je vois les réels que j'enregistre à chaque fois, bah, c'est ça. C'est des réels où il y a une musique derrière, il y a un montage type, il y a une vraie DA, il y a un truc qui est plus. C'est 5 astuces, mais plus. Tu vois, il y a vraiment ce truc que en fait, personne d'autre n'a dit. Du coup, c'est ce qui fait que je m'arrête. Donc, je suis un petit peu nuancé parce que voilà, ça dépend aussi du niveau qu'on a quand on se lance. C'est une évidence que si on démarre de zéro, le but, au début, c'est juste de créer et de s'améliorer. Et puis, petit à petit, on trouver sa patte parce qu'on la trouve pas dès le départ. Mais pour ceux qui sont déjà beaucoup plus avancés et qui ont déjà cette DA et qui ont peut-être déjà une communauté, etc., je pense que voilà, il faut commencer à mettre en place ce genre de choses en 2025. Je suis d'accord. J'aime beaucoup l'astuce, c'est tout bête, hein, mais de dire qu'est-ce qui, moi, me plaît, sur quel type de contenu est-ce que moi je m'arrête? Et est-ce que c'est vraiment les contenus que je suis en train de créer? Sans faire de généralité, parce qu'on n'est pas notre audience et notre audience n'est pas nous non plus, mais de se dire, voilà, si je crée du contenu, et moi je sais que c'était mon gros biais en 2024 et j'ai presque un peu honte de ça, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de contenu que j'ai créé, ou même une fois qu'il était en ligne, je me dis, mais en fait, même moi, je m'arrêterai pas sur un contenu comme ça. Je vais pas m'étonner que ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterais, quoi. Ça demande beaucoup d'acceptation, d'honnêteté, de se dire, ok, si même moi, en fait, je suis pas capable de regarder ce que je fais, en fait, pourquoi les autres s'arrêteraient? Mais toujours dans la nuance, parce que il peut venir s'insérer le syndrome de l'imposteur en se disant, bah, en fait, c'est jamais assez, etc. Donc, voilà, faut vraiment prendre ça, pas avec des pincettes, mais il faut vraiment remettre aussi du contexte dans tout ça et voir aussi à quel niveau on se situe. Mais c'est vrai que c'est des questions importantes, quoi. Oui, est-ce que objectivement, ce que j'ai créé, bah, c'est pas top, c'est pas grave, je vais m'améliorer? Ou est-ce que c'est juste mon syndrome de l'imposteur qui parle parce que j'ai cette envie d'être perfectionniste dans tout ce que je fais et que je ne serai dans tous les cas jamais satisfait? J'aimerais bien creuser le sujet de la marque personnelle parce que, personal branding, il y a beaucoup de conceptions autour de ce que c'est quand même très large. Toi, comment est-ce que tu expliques le personal branding à quelqu'un qui ou la marque personnelle qui ne sait pas du tout ce que c'est? Moi, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Je suis pas du tout un expert de ce sujet-là. Mais pour moi, la marque personnelle, c'est. J'ai cette phrase que j'avais entendue, encore une fois, j'ai jamais la référence, mais bon. Pour moi, la marque personnelle, c'est qu'est-ce que disent les autres de toi quand t'es pas dans la pièce? Comment ils parlent de toi? C'est quoi la première image qui va venir et quel avis ils vont avoir sur toi si tu leur poses des questions, en fait. Et pour moi, c'est ni plus ni moins que ce que tu arrives à véhiculer en tant que personne sur Internet, autour de ta personne, autour de ta marque. Donc il peut y avoir cet aspect, comme on l'a dit, pour moi, il y a vraiment deux segments en fait dans la marque personnelle. Il y a le segment, on va dire, visuel, donc c'est toutes les couleurs que tu vas choisir, la typologie, etc., qui ont leur importance. Et de l'autre côté, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus important, c'est tout ce qui va être situé au niveau des convictions, des valeurs, ce en quoi tu crois et comment tu les partages. Donc pour moi, ouais, la marque personnelle, c'est ça, c'est à quoi est-ce que les gens te réfèrent comme sorte de mot-clé général, tu vois. Si on pense à Aline, à quoi est-ce qu'on pense? Si on pense à Tony, à quoi est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que les gens vont se dire dans leur tête? Et, euh, et c'est important parce que aujourd'hui, bah, si tu veux créer, développer un business, etc., ok, mais vraiment créer une communauté, pas juste des abonnés, des gens qui s'abonnent parce qu'ils ont vu un truc marrant et puis une astuce cool et puis ils s'abonnent et ok, ça fait gonfler le chiffre et les métriques, mais une vraie communauté de gens qui sont là et qui se disent, OK, je vais écouter ses podcasts, je vais m'inscrire à sa newsletter, je vais acheter son produit, des actions qui sont vraiment concrètes, bah, en fait, cette communauté, elle va se créer autour de ça, autour de tes valeurs, autour de ce que tu véhicules, toi aussi en tant que personne. On parlait tout à l'heure de l'honnêteté, toutes ces choses. Il y a des gens qui arrivent à le faire
très naturellement. Ils arrivent à créer une marque personnelle parce que ils ont des convictions, ils les ont jamais posées sur le papier, c'est naturel pour eux, ils en parlent et puis voilà. Et il y en a pour qui va falloir faire un peu plus ce travail de recherche, de dire ok, c'est quoi mes valeurs piliers, mes convictions, ce en quoi je crois et comment je peux créer des choses qui véhiculent tous ces éléments-là, quoi. J'ai tellement de questions à te poser, je vais essayer d'y aller une par une. Parce que non, mais c'est un sujet qui est passionnant. Il y a la question, de ça prend du temps, est-ce que je dois me montrer? Comment je fais quand je suis pas connue et comment je fais par rapport bref. Première question, marque personnelle, tout de suite, j'entends se montrer, vidéo, créer des reels, quel que soit le format et cetera. Est-ce que je suis obligée de me montrer sur les réseaux sociaux en 2025 pour que ça fonctionne? Alors pour moi, non, t'es pas obligé au sens littéral du terme. Donc si on parle d'Instagram, tu peux faire un compte sur lequel il n'y a pas ta tête. Si on parle d'un podcast, littéralement, tu te montres pas, juste tu parles. Maintenant, il y a un vrai débat autour de ce sujet. Moi, je pense quand même que c'est faisable, mais que ça va être plus dur. Parce que on est des êtres humains et c'est vrai que naturellement, on accroche plus facilement, on connecte plus facilement avec des gens qu'on connaît. Des gens, voilà, il y a différents niveaux. Si tu vas avoir le premier niveau, ça va être le texte, la façon dont tu parles dans ton texte, etc. Ça va permettre de créer un peu un personnage. Le niveau du dessus, ça va être la voix, parce que déjà, si je t'entends, ça va créer plus de relations que si juste je te lis. Le niveau du dessus, c'est le niveau ultime, c'est le visage, c'est la vidéo, tu vois. Enfin, il y a peut-être l'image entre le texte et la voix, mais le niveau ultime, c'est la vidéo. Parce que il y a les émotions, les choses qui se transmettent pas à l'écrit, tu vois. Il y a la voix, plus ton visage, plus ton expression, plus tous ces éléments-là. Donc, pour une personne qui vraiment n'est pas à l'aise et que voilà, elle n'a pas envie de montrer sa tête, etc., si c'est faisable, ça prendra peut-être plus de temps, ça va être plus aussi difficile qu'une personne qui est prête direct à montrer son visage. Et après, il y a aussi un truc qu'il faut noter, c'est que on part tous de là, hein. Moi, j'ai fait, enfin aujourd'hui, je suis très à l'aise, je fais des lives, j'ai plus aucun problème à faire ça. Mais les premières vidéos que j'ai faites, c'était une catastrophe, hein. La première story que j'ai fait face caméra, je faisais n'importe quoi, hein. Je bégayais, j'avais peur. Donc on passe tous par là, si ça peut rassurer les gens. Leur dire, c'est tout à fait normal en fait, hein. Tu t'exposes à plein de choses, hein, à des gens qui ne te connaissent pas, à des critiques, à tout un tas de trucs. Donc la peur, elle est légitime. Maintenant, voilà, faut juste savoir est-ce que vraiment tu veux te laisser entre guillemets contrôler par cette peur et te dire je vais monter un business sans montrer ma tête parce qu'aujourd'hui j'ai peur et j'ai pas envie de combattre cette peur, ou est-ce que tu dis en fait c'est dommage de passer à côté d'autant d'opportunités juste parce que j'ai peur aujourd'hui de montrer ma tête ou de parler. Est-ce que je vais pas essayer petit à petit de combattre cette peur pour à terme mettre toutes les chances de mon côté pour créer une marque personnelle et un business un peu plus fort, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de se montrer, en fait. En tout cas, ceux qui ne le font pas, malheureusement, partent avec un petit handicap. Et c'est aussi bien de faire la différence entre est-ce que je ne veux pas me montrer par conviction, que ce soit conviction culturelle, religieuse ou personnelle, ou est-ce que je ne veux pas me montrer parce que j'ai peur et j'essaye de choisir la solution qui me semble la plus facile, mais qui au final va me créer de la difficulté. Donc ça, c'est bien de savoir faire la part des choses entre les deux. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est juste que c'est normal d'avoir peur, hein. On passe tous par là, mais tous les grands entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui speaker en public, faire des conférences, genre de trucs, des formations, des vidéos, la première story, on a tous flippé, hein. On était tous pareils, hein. Je connais personne qui m'a dit un jour, ouais, moi, la première fois que j'ai parlé face à la caméra en story sur Insta et que j'ai posté le truc, j'étais hyper à l'aise, pour moi c'était normal. Donc voilà, c'est pour rassurer aussi les gens, c'est normal de passer par là. Et je pense que aussi, alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi, marque personnelle ne veut pas forcément dire montrer son visage, tu vois? Je trouve qu'il y a des personnes, bon certes ça demande du travail, mais qui arrivent à construire une vraie marque personnelle sans jamais qu'on ait vu leur visage. Alors pour te citer des exemples, il y a Iman qui a le compte Instagram Entrepreneuse, il y a Emma qui a le compte Instagram Ambition Féminine, ou même, exemple que beaucoup de gens connaissent, il y a le compte TikTok de Duolingo, par exemple, où personne ne connaît la tête du community manager de Duolingo, mais le compte est juste extraordinaire. Bien sûr, c'est une évidence que tu peux le faire. C'est ce qu'on disait précédemment. C'est juste la ligne de départ des gens, elle est à zéro, tu pars à -10 ou -20. Mais si tu es prêt à accepter ça et que par conviction, tu n'as pas envie de montrer ta tête, c'est 100% OK, quoi. Et après, bon, il y a un autre sujet que là, je maîtrise encore moins, c'est le sujet des marques. Et les marques, c'est la preuve concrète que tu peux créer une marque personnelle sans identité à part entière parce que c'est pas des personnes, c'est juste des entités. Mais Des parce qu'en mascottes. fait, c'est ça, le travail derrière reste le même, hein, de conviction, de valeurs profondes, etc., quoi. Mais oui, c'est possible, quoi. C'est juste un peu plus compliqué pour moi.
Je suis totalement d'accord. J'ai envie de commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Toi, tu as créé plus de 1000 contenus depuis 2017. C'est pas moi qui ai inventé ce chiffre, c'est marqué dans ta Oui. description de ta chaîne YouTube. Avec le recul, moi, je suis allée analyser un petit peu ce que tu fais, mais je suis curieuse d'avoir ton analyse. Avec le recul, toi, quels sont les types de contenus qui te ramènent le plus d'abonnés à chaque fois? Et je précise bien parce que si je dis les types de contenus qui fonctionnent le mieux, bah, c'est fonctionne le mieux pourquoi? Pour vendre, pour amener des abonnés, pour te faire connaître. Ça, Ok. ce sera des contenus différents. Mais quels sont les contenus qui te ramènent le plus d'abonnés aujourd'hui? Les contenus qui me ramènent le plus d'abonnés sur YouTube et Instagram, c'est plus ou moins la même chose, hein. Pour moi, en tout cas dans ma thématique, ça va être purement le contenu éducatif SEO, c'est-à-dire les comment quelque chose. Ça, moi j'ai fait des vidéos YouTube qui m'ont à l'époque, elle est toujours d'ailleurs dispo et je suis pas allé voir les stats exactes aujourd'hui, mais bon, moi aussi je suis un petit pouce sur YouTube. J'ai une petite emoji. Ma vidéo YouTube qui m'a rapporté le plus d'abonnés, je crois que ça doit être plus de 30 000 abonnés pour une vidéo. Et Oh en fait, waouh! c'était une vidéo purement SEO Instagram. Voilà, réussir sur Instagram, le guide complet, un truc du genre. Donc, full valeur, etc. Et sur Insta, c'est pareil. C'est vraiment de l'éducatif pur, sur une méthodologie à suivre étape par étape. Donc ça, pour le coup, moi, dans ma sphère et sur mes contenus, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça pour beaucoup de... Bon, peut-être pas tout le monde, mais la plupart du temps, si tu vas sur YouTube et que tu tapes comment faire des abdos, comment investir en immobilier, c'est vraiment cette requête-là. Et en fait, ce que je trouve qui est très pertinent, c'est que non seulement ça marche, mais en plus de ça, c'est très ciblé. Parce que c'est pas du mainstream, j'ai pas pris une thématique un peu large que j'ai entrecoupée. Enfin bref, j'ai pas essayé de faire du putaclic ou quoi. C'est une vidéo de valeur sur un sujet précis où je réponds à un problème. Donc moi, ça a toujours été plus ou moins ces contenus-là qui m'apportaient le plus de trafic en termes d'abonnés. Sur Instagram, c'est valable aussi? Ouais. Sur Instagram, ouais. C'est vraiment les contenus éducatifs purs comme ça, comment quelque chose, ou les guides complets, genre de trucs, ouais, ça a toujours été ce qui m'a rapporté le plus de trafic. D'accord. Tu as parlé et j'ai envie de rebondir là-dessus, tu m'as dit: «Contenu éducatif SEO». Est-ce que tu peux juste développer cette partie SEO? Qu'est-ce que tu entends par là? Comment est-ce qu'on peut faire du SEO sur Instagram? Dis-nous tout. En gros, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, ça va être les recherches, les requêtes qu'on va faire sur Internet. Et quand je parle de contenu SEO, c'est des choses que les gens vont taper. Donc, ça marche beaucoup plus, on va dire, sur YouTube, les articles, sur Google, parce que c'est des vrais moteurs de recherche. Mais c'est vrai que sur Instagram, c'est quand même des trucs qui marchent aussi de plus en plus, je pense. En fait, c'est toutes les requêtes qui vont commencer par comment ou pourquoi que les gens vont taper. Donc si je te dis demain, ok, tu veux investir en immobilier, c'est quoi les questions principales qu'on va se poser? Bah, c'est comment investir en immobilier, comment acheter un appartement, comment trouver un bien rentable. Les gens vont jamais se dire, enfin, c'est plus rare par exemple qu'ils se disent astuce pour trouver un bien rentable. Parce que tu parles pas comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, tu dis, excuse-moi Tony, comment on développe son compte Instagram? Tu dis pas, t'as pas des astuces à me donner. Et en fait, bah, ces requêtes, c'est celles qui sont les plus formulées par les gens sur les moteurs de recherche, du coup. Et c'est pour ça que moi, je considère en tout cas que c'est les contenus les plus intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Mais si j'avais un choix à faire, si tu me disais demain, tu n'as plus qu'un contenu éducatif à faire, entre plein de types de contenus, je choisirais vraiment les trucs SEO avec comment ou pourquoi, parce que c'est les requêtes les plus importantes. Donc ça, je vois très bien comment c'est possible de le faire sur YouTube et de développer autour de ça. Comment est-ce que tu l'appliques sur Instagram? Sur Instagram, c'est un peu plus complexe. C'est vrai que sur Instagram, le SEO, ça reste encore assez flou. Apparemment, c'est quelque chose qui marcherait aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire, si tu vas sur ton application sur Insta, dans la barre de recherche que tu tapes comment avoir des abonnés, en fait, tu vas tomber sur des posts qui correspondent à ça. Donc, comment tu le fais? Bah, un peu comme sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, bon, c'est un peu plus simple sur YouTube ou un article de blog, c'est que tu insères cette terminologie, donc ce mot-clé dans ton titre. Tu le mets dans ta description, dans tes vidéos. Sauf que bah, sur Insta, c'est un peu différent. Donc sur Insta, il faut faire la même chose, mais version Insta. Donc si c'est un carrousel, tu inclus ça dans ton titre de carrousel, tu le remets un peu dans la description, tu peux le mettre aussi dans un texte alternatif, parce qu'il n'y a pas de tout système de tag comme on a sur YouTube ou autre. Donc c'est comme ça qu'on le fait sur Instagram. Et je dis que c'est flou, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas traquer aujourd'hui encore sur YouTube et un blog. Ce qui est bien, c'est que tu as un classement. Donc sur YouTube, si tu tapes comment avoir des abonnés, bah, tu as la liste des vidéos qui sortent en premier
et tu sais si oui ou non, en gros, ta vidéo elle est référencée. Sur Insta, c'est un peu plus flou, on a beaucoup moins de données, et surtout, je trouve aujourd'hui, peut-être que ça évoluera avec le temps, je sais pas, mais que Instagram, il est encore peu utilisé comme moteur de recherche. Enfin, moi, en tout cas, encore une fois, peut-être que je me méprends, mais en tant que consommateur, je connais peu de personnes qui le font. Il y a peu de gens qui vont dans la barre de recherche taper quelque chose. Les gens ont encore le réflexe beaucoup d'aller sur YouTube plutôt voir des vidéos plus longues. Maintenant, avec ChatGPT sur ChatGPT. Mais c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, c'est un peu moins traçable. Et donc, on peut difficilement savoir à quel point ça nous aide, quoi. Mais j'en tire quand même la conclusion que créer du contenu éducatif sur la base d'une requête telle que la personne pourrait la formuler à voix haute, ça peut quand même être hyper intéressant. Alors pas que ce soit la majorité ou la totalité de notre contenu, mais tu vois, peut-être de faire un ou 2 posts comme ça par semaine et le résultat de cultiver, sa marque personnelle. Donc ça peut être une bonne recette, on va dire. C'est ça. En fait, la raison qui explique pourquoi c'est aussi intéressant de le faire sur YouTube ou Insta en mode SEO vraiment requête, avant toute chose, c'est parce que ça répond à une problématique. Et en fait, vu que les gens ont cette problématique, le simple fait, je sais pas moi-même, de poster un réel et ton accroche, c'est ce terme-là, comment investir en immobilier en 2025, en fait, tu vas forcément capter l'attention des gens beaucoup plus que si tu utilisais une terminologie qui est moins employée. Donc c'est aussi le fait que ça résolve un problème et que ce soit formulé de cette façon qui fait que ça fonctionne. C'est pas juste le SEO. Le SEO, ça marche parce que les gens tapent cette requête. S'ils tapent cette requête, c'est parce que c'est la requête la plus formulée de cette thématique-là. Donc oui, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça peut être formulé après, évidemment, différemment, mais faire vraiment un post éducatif par semaine sur une requête et une problématique du coup de notre audience, c'est un truc qui est indispensable. Du coup, j'aimerais maintenant te poser une question beaucoup plus personnelle. Non, je rigole. Vas-y. En vrai, toi, ta stratégie de création de contenu sur 2025, sur Instagram, c'est quoi? C'est quoi ton plan? Est-ce que tu acceptes de le partager avec nous pour qu'on puisse te copier? Clairement. Bien sûr. Alors, mon plan, Il dit bien sûr en plus. je vous le mets dans la description juste en dessous. Non, ma stratégie sur 2025, donc c'est marrant que... Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est très drôle, mais qu'on en parle parce qu'on est en train de rebosser dessus, du coup, avec Jessica, donc avec mon équipe. Et en fait, c'est un peu une évolution, ça va un peu dans la lignée de ce qu'on a dit précédemment, le moment où, en 2024, je me suis pas mal remis en question sur mon contenu, et le fait clairement que je me reposais sur mes lauriers. Et je pense que c'est aussi un piège de riche, riche au sens monétaire, mais pas que, un riche au sens de communautaire. C'est qu'en fait, une fois que tu as franchi certains paliers, tu n'as plus les résultats que tu avais avant, et tu te demandes pourquoi, puis tu te rends compte en fait que tu fournis pas les efforts que tu fournissais avant en fait. Et c'est vrai qu'on a fait cette conclusion de se dire, ok, c'est vrai que sur ma strat Insta, je cherchais un peu la facilité récemment. Et donc là, le but, c'est en 2025 de se dire, ok, comment est-ce que justement j'arrive à inclure et de la marque personnelle et de la créativité dans mes contenus. Donc, ce que je vais faire pour cette année, c'est que je vais poster au minimum 3 fois par semaine, pas plus. Enfin, peut-être des fois 4, mais pas plus. La raison de ce chiffre, en fait, c'est ce dont on parlait précédemment. J'ai fait pas mal de tests, moi, dans mon business. J'ai fait 5 posts semaine, 4 posts semaine, 7 posts semaine, pendant des fois 60 jours. Et en fait, à tester, évidemment, ça va dépendre peut-être des thématiques, etc. Mais moi, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a un point de bascule à partir de 3-4 posts semaine qui fait qu'en fait, moi, poster une fois par jour dans mon business, ça a été contre-productif. Parce que les contenus du jour bouffent, entre guillemets, les performances du contenu de la veille. Et on arrive dans cette surconsommation constante, en fait, de contenu. Et je me dis, pour 2025, j'ai vraiment envie d'avoir ce truc où j'investis vraiment du temps sur chacun des contenus. Je fais en sorte que chacun des contenus soit pertinent dans sa forme et dans son fond. Pour en fait, ça relie aussi le livre dont je te parlais au début, c'est que créer un contenu moyen et créer un contenu exceptionnel, c'est pas bien différent en termes d'énergie. Installer ma caméra, préparer un petit script, etc. pour tourner un réel moyen que je vais bâcler vite fait, ça va me prendre 20 minutes. Faire ça pour un réel exceptionnel, ça va me prendre 35 minutes. Sauf qu'en fait, en termes de résultats, ça va du simple au x10, x20. Et donc la logique, elle est de me dire, ok, au lieu d'essayer de créer plein de contenus et au final de passer 3 heures dans la semaine à faire ça, je vais en créer 3, mais par contre, le temps, il va être beaucoup mieux réparti sur chacun des contenus, ce qui fait que je vais essayer de créer de meilleurs contenus. Et donc cette année, il y aura ce truc vraiment de qualité. Il va y avoir aussi cette recherche en fait sur des contenus qui sont beaucoup plus sur ma marque personnelle.
Donc un post par semaine est dédié à ça, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes convictions, du storytelling, des choses vraiment plutôt personnelles, mais pas juste pour parler de moi. C'est vraiment comment est-ce que j'arrive à transmettre mes valeurs. La dernière fois, j'ai fait un réel Insta, justement, où j'ai parlé d'une discussion que j'avais eue avec un ami qui me posait la question: pourquoi, Tony, tu veux pas faire plus? Et c'est ce genre de contenu en fait que les gens ont envie d'entendre, ou plutôt qui va créer en fait cette communauté qui vous ressemble. Donc il y a un contenu par semaine qui touche, on va dire, à cette thématique-là. Un autre contenu qui va être vraiment de l'éducatif pur, comme on en parlait précédemment, mais avec une touche de créativité. C'est-à-dire que ça va, moi, en tout cas, à titre personnel, être dans le format. J'aime beaucoup la vidéo, donc je vais faire vraiment des transitions créatives, ce genre de choses, parce que c'est ma DA, que j'aime ça. Et là, purement de l'éducatif sur comment faire X, Y ou formuler différemment. Et un troisième contenu qui va être un peu un contenu de Joker. Alors je dis contenu de Joker parce que c'est sur ces contenus qu'on va tester un petit peu des formats. Donc dans ce truc, on a le vlog qui permet de connecter avec l'audience. On va avoir le micro-trottoir, on va avoir ce genre d'éléments. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment deux contenus piliers qui me permettent de développer mon audience, d'attirer du coup des nouveaux abonnés, une communauté sur une thématique précise avec le contenu éducatif, de connecter avec cette audience avec le contenu plutôt marque personnelle. Et le troisième joker, c'est un peu un fourre-tout sur lequel voilà, on se laisse le droit de tester des choses. On a différents formats, différents angles. Et parfois, ça peut être un peu d'éducatif, mais plus général, donc moins précis à une thématique, mais je vais plutôt parler d'entrepreneuriat, par exemple. La dernière fois, c'était une Q&A sur les livres que j'ai lus cette année, ce genre de choses. Et voilà, ça va être mon test pour cette année. Je vais voir après si ça évolue ou pas, mais pour l'instant, on va partir là-dessus, quoi. Trop bien. Et pour toute la partie audience, communauté, est-ce que tu as une stratégie particulière avec les stories, avec un canal, avec, tes messages privés et cetera? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus laissé à l'intuition chez toi? Alors ça, c'est aussi une stratégie qui va changer en 2025. Vraiment, le 2024, c'était l'année du changement. Enfin, pour C'était 2025. l'année, comme tu dis, je me suis reposée sur mes lauriers et maintenant je me botte les fesses pour pas être à la ramasse. Exactement. Je C'était le taillais dur, hein, mais renouveau. 2024, ça a été renouveau. J'ai appris, j'ai pris toutes ces leçons-là pour changer 2025. Et en fait, le communautaire, c'est vrai que je le fais beaucoup, beaucoup plus au feeling. J'essaye de suivre un peu plus mon envie ou mon intuition parce que moi, par exemple, le format story, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et c'est marrant parce que je parle souvent de ça avec Jess, qui, elle, pour le coup, le format qu'elle préfère. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi que on peut développer une plateforme, un compte, peu importe ses appétences. Moi, mon truc, c'est les réels, j'adore ça. Les stories, je vais pas être bon du tout. Et je vais vraiment, moi, ça va vraiment être le truc où faut que je me force, tu vois. Faut que je me force à les faire parce que j'ai jamais ce réflexe, tu sais, de prendre des photos de trucs, de raconter mon quotidien, machin. Donc c'est pour ça que je le fais plus au feeling. Je suis vraiment pas hyper assidu là-dedans. Et après, pour la gestion, enfin plutôt le côté comment je connecte avec mon audience, ma communauté, etc. En fait, en 2025, j'ai décidé plutôt de faire ça, mais avec mes clients. En fait, le gros changement, la grosse illumination, je sais pas si le terme est juste, hein, de 2024, ça a été de me dire, en fait, j'ai une grosse communauté de clients et la répartition de mon énergie et de mon temps par catégorie d'audience n'est pas bonne. C'est-à-dire que j'investissais 80% de mon temps dans les abonnés, audience qui me suit sur les réseaux, etc. Et 10% de mon temps chez mes prospects, donc ceux qui ont laissé un email, et 10% chez mes clients. Je me suis dit, cette répartition n'est pas bonne parce qu'en fait, l'échelle de valeur est inversée. C'est tes clients qui te rapportent le plus, ensuite tes prospects et tes abonnés. Et du coup, j'ai décidé d'inverser le truc et me dire, ok, plutôt que de continuer à investir beaucoup de temps et d'énergie dans des trucs gratuits pour des gens qui sont abonnés à toi, tu vas le faire pour tes clients. Donc, j'ai une newsletter privée que j'envoie à mes clients. On fait des lives de temps en temps, des lives café que j'organise. Je lance ma cam et puis on discute comme ça, puis je réponds à leurs questions. Puis il y aura d'autres trucs prévus pour 2025. Mais du coup, évidemment, je réponds aux commentaires, je réponds aux DM, j'interagis, etc. Mais je le fais beaucoup moins que, on va dire, j'ai pu le faire dans le passé, parce que mon ordre de priorité, on va dire, a changé. Donc c'est un peu voilà, une gestion différente. J'aime beaucoup cette réflexion de se dire: «Combien de mon temps est-ce que je dédie à mes clients, à mes prospects et à la construction de mon audience et est-ce que ce rapport est OK pour moi?» ou est-ce qu'au contraire je me rends compte que, ça coince peut-être un petit peu, quoi? Ouais, je pense que
pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, si on fait une moyenne, beaucoup ont justement ce truc inversé. Où en fait, par défaut, on a tendance même à, tu vois, à se dire, je vais faire encore une masterclass gratuite pour les gens, puis un challenge gratuit, puis un machin. Quand c'est dans le cadre d'une stratégie de lancement ou autre, c'est une évidence que c'est pas une question. Mais voilà, vraiment, comment est-ce que tu t'investis ton temps, tu vois, et comment est-ce que tu le répartis. Et quand tu sais qu'un client, c'est 10, 15, 20, 50, 100 fois plus rentable qu'un abonné, s'il rachète chez toi, c'est beaucoup plus facile de le convaincre. Bah, en fait, tu te poses vraiment cette question de te dire, ok, est-ce que vraiment le temps est bien réparti dans mon business? Sans tomber dans le schéma inverse de se dire, bah, je crée plus de contenu gratuit et puis tu vas te retrouver avec d'autres problèmes. Mais voilà, je pense qu'il y a une répartition qui peut être un peu plus juste, quoi. Ça résonne fort chez moi parce que tu sais, un de mes mantras pour cette année 2025, parce que j'ai fait toute ma petite introspection de réflexion 2024, qu'est-ce qui s'est passé, gna 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 gna. D'ailleurs, ChatGPT m'a beaucoup aidé pour ça. Mais un de mes mantras pour 2025, c'est faire mieux et ne pas faire plus. Parce que j'ai observé que j'avais tendance, quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui fonctionnait moins bien, à vouloir faire plus, à vouloir en rajouter, comme si on devait toujours en rajouter encore et encore et encore pour maintenir un certain niveau. Et en fait, je me suis dit, enfin, ChatGPT m'a dit, mais en fait, Aline, tu peux juste te contenter d'essayer de faire mieux plutôt que de vouloir toujours Mm. rajouter et en faire encore plus. Ouais, c'est un réflexe, je pense, humain et c'est un réflexe qu'on a beaucoup en tant qu'entrepreneur et dans la création de contenu, justement, de se dire, bah, si je veux plus de croissance, c'est plus de contenu, mais pas du tout. Je crois que c'est justement dans le livre dont on a parlé au début, c'est une phrase de MrBeast. Je crois que c'est MrBeast qui avait dit ça dans une interview, justement, qu'en fait, sa vidéo qui lui avait rapporté 100 fois plus de trafic n'a pas pris 100 fois plus de temps à être créée. Et en fait, c'est cette disproportion qu'il faut chercher. Il faut chercher, en fait, bon, la loi Pareto, mais il faut aller un peu plus loin et se demander, ok, comment est-ce que j'investis mon énergie dans mon business et comment je peux faire en sorte de l'investir au bon endroit, de sorte, en fait, à pas faire x2 sur ce temps-là, mais faire x10, x20, x30, x40. Et on sous-estime, c'est un biais cognitif humain, de toute façon, de ne pas accepter les choses qui sont simples. En fait, quand c'est simple, on n'y croit pas. Quand c'est simple, on se dit que c'est pas possible, qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a machin. Et ce biais cognitif, il est traître parce que parfois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Parfois, avoir deux fois plus de résultats dans son business, c'est pas deux fois plus dur. J'ai ce truc-là sur les pages de vente, par exemple. Parfois, on peut augmenter son taux de conversion sans forcément travailler plus. J'avais fait un test dans mon business sur un tunnel de vente à moi. J'ai seulement changé le timer. Donc littéralement, le timer, c'est un bout de code. Au lieu de mettre 24 heures, j'ai mis 1 heure sur mon offre. Je suis passé de 3,5% de conversion à 8,5 ou 9,5, je ne sais plus. Oh, waouh! Mais entre x2 et x3 pour un timer. En fait, littéralement, ça m'a pris 10 secondes et c'est tout en fait. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de trucs comme ça dans notre quotidien où en fait on se dit, bah, c'est pas beaucoup plus de travail, pourtant ça peut avoir un vrai impact. Il faut arriver à identifier quelles sont ces tâches-là. Et le fait d'investir du temps chez ses clients, avec ses clients, pour ses clients, bah, en fait, ça en fait partie, quoi. Donc une question que les auditeurs pourraient se poser, c'est aussi de comment est-ce que je peux optimiser l'existant sans chercher à penser ou à vouloir tomber dans le biais de si je veux exploser sur Instagram en 2025, que je dois créer 3 fois plus de contenu, être 3 fois plus présente en story, en DM, et cetera. C'est juste comment est-ce que je fais mieux de ce qui est déjà existant ou comment est-ce que je corrige? Exactement. Moi, le tips que j'aime toujours donner vraiment sur Insta, surtout sur les réels, désolé pour les gens qui font des carousels et des posts visuels, moi je suis team réel. Enfin, tu me diras, ça marche pareil aussi avec les carousels, hein, c'est l'accroche. En fait, clairement, l'accroche, et c'est comme un titre de vidéo YouTube, c'est comme tout ça, un élément, c'est l'élément qui va déterminer 80% du résultat du truc, en fait. Au lieu de passer 10 secondes sur ton accroche, passe 30 secondes, voire 1 minute, ça suffit. Et parfois, 7 minutes que tu vas passer en plus, bah, c'est ce qui va créer la différence, en fait, dans les résultats. Et donc, des fois, ouais, c'est pas une question de faire plus ou de travailler plus dur, c'est juste une question de faire mieux les choses. Là, on parle de stratégie, mais on peut parler d'outils. Moi, j'ai longtemps, j'utilise encore aujourd'hui. J'ai commencé il y a très longtemps, en 2021 déjà, à utiliser ManyChat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet d'automatiser l'envoi de messages sur Instagram. Et en fait, ça, c'est 20-80. C'est en fait, tu fais un post, tu rajoutes un mot-clé et tu crées une automatisation qui prend 12 minutes à être créée. Et derrière, ça change l'intégralité de ton business parce que tu envoies tes offres automatiquement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ouais, il faut vraiment raisonner et réussir à trouver quelles sont ces petites actions, ces petits changements à faire dans sa création de contenu qui permettent d'obtenir plus de résultats sans nécessairement travailler 2 fois plus dur, quoi. J'adore. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. J'ai envie juste de creuser un moment dans cette direction-là. Donc, au tout début de l'épisode, c'est bien parce que ça boucle la boucle. Tu nous as parlé du livre 10x Easier.
Bref, je la refais pas en Ouais. anglais parce que mon accent, on a peur. Est-ce que tu as d'autres ressources pour les personnes qui voudraient justement passer ce gap de: «Je vais pas essayer de faire x2 pour avoir x2 résultat de plus, mais je veux essayer de viser le x10 et viser l'effet levier, en fait, quelque part»? Ouais, par contre, la team français risque de ne pas m'aimer. Parce que je suis très team anglais, donc il faudra regarder si les livres existent en français aussi. Il y en a un, je sais qu'il existe, The One Thing. Aller à l'essentiel de Gary Keller. C'est ça. Donc, pareil, en fait. Et dans son bouquin, il pousse la loi Pareto à son extrême. En fait, tu comprends que c'est pas 20-80, mais c'est 1-60 ou 1-50. Et qu'en fait, parfois, tu as un truc qui fait 50% des résultats. Et il a cette phrase que j'aime bien, qui reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'existence, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui rendrait le reste plus simple, voire inutile. Et réellement, quand on se pose cette question, et ça marche dans tous les domaines de notre vie, c'est très puissant. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en place aujourd'hui qui rendent tout le reste plus simple, voire inutile. Des automatisations, des outils que tu peux utiliser. Tu vois, l'exemple, on parle depuis le début de ChatGPT, l'exemple des prompts. En fait, il y a plein de personnes qui utilisent ChatGPT, qui passent des heures et des heures tous les jours à l'utiliser et qui n'ont pas pris 1 heure pour faire un prompt correct. Et le problème, en fait, c'est que quand tu fais pas un bon prompt correct et digne de ce nom, bah, en fait, tous tes résultats derrière, c'est 10% de ce que tu pourrais obtenir avec un bon prompt. Donc, comment tu rends tout le reste plus simple, voire inutile? Prends le temps de faire un bon prompt et tout le reste, ça va changer, en fait. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, ce livre est hyper intéressant là-dessus. Deuxième livre que j'ai fini de lire récemment, mais là, du coup, désolé, c'est que en anglais, c'est Superfan de Pat Flynn. Superfan qui reprend cette idéologie en fait justement de bon lui il appelle ça les superfans mais c'est comment est-ce que tu arrives à créer une vraie pas une audience mais une vraie communauté des fans du coup pas forcément au sens qu'on l'entend en général les gens hystériques dans la foule etc mais des gens qui vont vraiment se raccrocher à qui tu es qui vont s'identifier à toi et on a un peu aussi cette idée générale de se dire justement comment est-ce que je répartis mon temps dans mon business. Et ça, pour moi, bah, ça fait partie aussi de cette réflexion de 20-80, de où est-ce que je mets mon énergie, comment est-ce qu'elle est dépensée. Et il y en a un autre aussi, je pense que je terminerai là-dessus, c'est La règle du x10 de Grant Cardone, qui est un bouquin très très idéologique pour le coup. Donc, c'est l'exemple type du livre que tu lis un petit peu pour l'idée, avec pas mal d'exemples évidemment, mais l'idée générale, tu l'as dès le titre en fait, c'est que si tu penses 10 fois plus grand, si tu fais 10 fois plus d'actions de suite, c'est un peu ce truc de viser les étoiles, vous atterrez sur la Lune. Donc, pareil, il y a de la nuance de gris là-dedans, il faut prendre tout ça un petit peu avec des pincettes et prendre un peu de recul, mais je trouve l'idée géniale en fait, parce que je prends l'exemple sur Instagram, tu vois, et des gens qui veulent développer leur business. Moi, souvent, j'ai des messages de gens qui me disent ouais, Tony, voilà, moi j'ai un compte Insta, j'ai X abonnés, X audience, peu importe, et je sais pas, j'arrive pas à faire de vente ou quoi que ce soit. Et puis, tu leur poses la question, ok, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais pour faire des ventes? Bah, je pose du contenu, d'accord, mais tu fais quoi d'autre? Bah, rien en fait, tu vois. J'envoie pas de messages aux gens, enfin bref, il y a pas ce truc-là. Et tu te rends compte que parfois, certaines actions, pas toutes du coup, je pense par exemple que le contenu fait un peu exception à cette règle. C'est pas parce que tu postes 10 fois plus de contenu que tu as 10 fois plus de résultats. Mais si tu prends la vente, je sais pas, t'es un freelance, tu veux trouver des contrats, bah, au lieu d'envoyer 10 mails par jour, tu en envoies 100. Enfin, il y a forcément cet effet de bascule, tu vois, dans ce domaine-là qui fait que tu auras quasi sûr à 100% plus de résultats ou plus de retours. Il y aura forcément un impact dessus. Donc voilà, c'est à prendre aussi avec des pincettes parce que ça marche pas dans toutes les thématiques, il faut faire attention. C'est pas parce que tu fais 10 fois plus de sport que tu as 10 fois plus de résultats. Mais bon, c'est un bouquin que je trouve bien pour l'idéologie générale. Donc ces trois-là dans cette thématique sont assez intéressants. Eh ben, écoute, j'ai tout noté. Je mettrai évidemment tous les liens, ressources, outils, et cetera, qu'on a évoqués dans cet épisode dans la description, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube. Dernière question pour toi, Tony. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut faire exploser son audience sur Instagram en 2025. Elle est dure cette question, je sais, mais j'ai trop envie d'entendre ta réponse. Quel conseil ce serait? Je pense que je dirais que oubliez la stratégie magique, oubliez la stratégie unique, secrète, ultime que tout le monde essaie de vous vendre. Je l'ai cherché pendant longtemps, il n'y en a pas, elle n'existe pas. Ce qui fait réussir la quasi-totalité des entrepreneurs sur Instagram, c'est évidemment de comprendre les codes de la plateforme, mais c'est derrière en fait de surtout créer une stratégie qui va vous correspondre. Et je pense que ce conseil, il peut finalement être utilisable et applicable au-delà d'Instagram. C'est que moi, ce qui me fait kiffer, vibrer sur Instagram, c'est la vidéo, c'est le storytelling, c'est parler face à la caméra. Et ça marche très bien pour moi et c'est tant mieux. Par contre, il y a plein de gens qui vont pas aimer ça, qui vont pas aimer la caméra, la vidéo, les transitions, les machins, qui vont préférer les stories.
ou qui vont être plus à l'aise à faire des carousels parce qu'ils sont trop bons là-dedans. Moi, j'ai essayé un jour de faire un visuel, c'était une catastrophe, plus jamais. Et ben, essayez pas de copier les stratégies des autres, des copains, de comment les autres ils fonctionnent, parce que vous fonctionnez pas pareil. Et baser finalement sa stratégie sur ses forces et ses appétences, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et voilà. Si je rajoute, après, ça va. La Je première pense que partie c'est dans bien. un épisode d'une heure. Trop bien, mais je prends et je pense que c'est effectivement hyper important à redire que la stratégie magique n'existe pas. C'est pas juste tout le discours sexy qu'on aimerait vous tenir, mais pour être passé par là aussi, pareil, je l'ai cherché et beaucoup, fort, longtemps, rien trouvé, jamais, nulle part, niet. Tony, c'était trop cool de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup pour tous tes tips, tes astuces, tes retours d'expérience. J'ai noté énormément de choses. Pour les personnes qui voudraient venir te contacter suite à cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser à toi, te trouver? Bah, le plus simple, c'est sur Instagram. Parce que même si je mets mon focus cette année sur mes clients, évidemment, je reste quand même sur Insta. Voilà, si vous voulez envoyer un petit message à la suite de cet épisode pour m'écrire, me poser des questions, quoi que ce soit, je serai dispo avec grand plaisir. Parfait, pas pareil. Le lien sera dans la description avec tout le reste des ressources. Merci beaucoup, Tony, et à très vite. Avec plaisir, merci beaucoup, c'était trop bien et bonne journée à tous.